Salut! Bonjour à tous la planète YouTube. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et on commence tout de suite avec le sujet. La colorisation cinématographique et les archives audiovisuelles en général. Alors c'est un article que j'ai trouvé sur Wikipédia. La colorisation cinématographique est un procédé qui consiste à ajouter de la couleur au film en noir et blanc et en sépia ou au dessin animé. Les premières utilisations de cette technique remontent au début du XXe siècle. Le développement des logiciels de traitement numérique en a permis une exploitation complète. La colorisation est utilisée pour différentes raisons, dont les effets spéciaux ou la restauration de films en couleur. Le procédé est parfois critique lorsqu'il est utilisé pour la colorisation de films anciens en noir et blanc, notamment de longs métrages de fiction ou de documentaires anciens. Ouais, même les documentaires. Certains, certains comme la Writers Guild of America, affirment que l'utilisation de ce procédé est une forme de vandalisme culturel. Alors, la colorisation partielle. La première technique de colorisation consiste à apporter des touches de couleur sur des films en noir et blanc à l'aide de colorants. Ça veut dire que tout devait être fait à la main. Euh, les tout premiers films de Méliès ou d'Edison, et notamment les danses du voile d'Annabelle More, sont des exemples des premières colorisations faites en appliquant directement sur la pellicule des encres aniline. Le premier long métrage colorisé est La vie et la passion de Jésus-Christ, colorisé au pochoir en 1903 par l'atelier de Julienne Mathieu et Segundo de Chaumont à Barcelone. À Paris, l'atelier de Madame B. Tullier était renommé et fournissait Starfilm, société de Georges Méliès. Il employait 220 ouvrières qui travaillaient les films comme sur une chaîne de montage. Chacune était responsable d'une teinte. Ça veut dire, en fait, à l'époque, il n'y avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui, informatique, pour coloriser un film, pour faire des effets spéciaux. Tout est fait à la main, donc ça veut dire, ça se trouve, à mon avis, ça devait mettre 3 ans pour faire un film, pour coloriser un film, juste pour le colorier. Mais ça restait quand même des films de qualité. Puis les anciens films ont un certain charme. Aux alentours de 1906, Pathé rationalise la fabrication en utilisant des pochoirs. C'est le procédé Pathé Color, une série de pochoirs autant que de couleurs est découpée grâce à un pantographe. C'est des termes que je connais même pas, donc excusez-moi si j'ai du mal à prononcer. Ils sont superposés les uns aux autres, les uns après les autres, sur la copie positive de l'original. Chaque couleur est déposée l'une après l'autre. La technique est proche de celle de l'imprimerie polychrome. Et là, vous voyez, vous avez une photo avec... on a l'impression que c'est vraiment du travail à l'usine. Vous avez toutes ces petites mains qui sont en train de colorier chaque image. En 1916, le procédé En 1916, le procédé de colorisation, d'après le nom de son inventeur Max Anschiegel, est inventé pour le film Jeanne d'Arc de Cécile B. 2000. Un autre exemple ancien excusez-moi, j'ai du mal à prononcer les noms. Damschielg est un film Le fantôme de l'opéra de 1928, dans lequel le personnage de Long Chaney porte une cape d'un rouge vif alors que le reste de la scène est monochrome. La scène de sépia et la cape est peinte en rouge au pochoir. Puis une solution
de sulfure est appliqué partout, sauf sur les parties peintes, transformant le sépia en une couleur bleue. La colorisation partielle est aujourd'hui utilisée avec des technologies numériques, ce que je vous disais tout à l'heure, sur des séquences prises en couleur pour utiliser des films publicitaires, des clips musicaux ou des émissions de télévision et augmenter la possibilité artistique. La colorisation totale. Avec l'arrivée de la télévision couleur vers 1965, il y avait une demande pour les anciens dessins animés qui permettaient de financer la mise en couleur des classiques du noir et blanc. Pour cela, les tracés originaux étaient reproduits sur celluloïd et on ajoutait ensuite la couleur, à peu près comme pour les dessins animés couleur normale, c'est-à-dire image après image. Avec l'informatique, les studios peuvent ajouter la couleur aux films en noir et blanc et teintant des films numériquement, les contours sont d'abord colorés, puis la colorisation est complète complétée. Le procédé initial était inventé par des Canadiens, Wilson Markle et Brian Hunt, et a été utilisé la première fois en 1970 pour ajouter de la couleur à des images monochromes du programme Apollo. Alors, la colorisation commence généralement avec une preuve monochrome du film. On réalise une copie neuve tirée du négatif original, dont on tire une copie vidéo de haute qualité. Les techniciens aidés par un ordinateur identifient le niveau de gris de chaque objet, de chaque image et note pour tous les mouvements. Un ordinateur ajoute de la couleur à chaque objet, pendant que le niveau de gris reste le même. Cette technique a été brevetée en 1991. Alors, les premières techniques de colorisation donnaient une image au contraste faible et aux couleurs pâles, plates et délavées. Puis, les années 1980, la technologie s'est améliorée. Une des principales difficultés avec la colorisation est la quantité de travail demandée. Par exemple, pour colorier une image fixe, l'artiste commence par la diviser en zones, puis affecte ensuite une couleur à chaque zone. Cette approche, appelée méthode par segmentation, demande un travail long et fastidieux afin d'obtenir des segments corrects. Alors, ce problème vient du fait qu'il n'y a jamais eu d'algorithme complètement automatique capable d'identifier précisément les limites des zones complexes ou floues, comme la limite entre le visage et les cheveux d'un personnage. La colorisation d'un mouvement nécessite de suivre le cheminement de ces zones d'image à l'autre. Alors, plusieurs sociétés ont annoncé avoir créé des algorithmes de poursuite automatique de zones. Legend Film décrit le cœur de leur technologie comme la reconnaissance de motifs en premier plan et la composition du fond en arrière-plan, pour en faire des masques entre chaque image. Dans le processus, des fonds sont colorisés séparément dans le cadre composite qui rassemble toutes les données d'une scène, stockant aussi les décalages dus au mouvement de la caméra. Une fois le premier plan colorisé, le masque du fond est appliqué image par image. Le procédé de TimeRush Studio, fondé sur la technologie de NeutralNet, poursuit selon eux des couleurs saturées et précises avec des lignes claires et pas de débordement apparent, en étant rentable et convenant à la colorisation à faible budget ainsi qu'aux diffusions télévisées et aux projections au cinéma. Une équipe de chercheurs de la Benning School of Computer Science and
Engering, à l'université hébraïque de Jérusalem, a créé une méthode interactive qui ne nécessite pas de détection manuelle précise ni de poursuite ciblée. Elle fonctionne selon le principe simple que les pixels proches dans l'espace et le temps et ayant un niveau de gris similaire doivent avoir la même couleur. Voilà. Après, vous avez la restauration. À l'aide d'enregistrements amateurs, un certain nombre d'émissions de télévision, ah, c'est important, c'est pour la restauration. À l'aide d'enregistrements amateurs, un certain nombre d'émissions de télévision tournées en couleur au début des années 1970 étaient enregistrées sur des cassettes magnétiques. Vous voyez, les VHS par exemple. Étaient... voilà. Je vais vous relire la phrase. Cette phrase-là est super importante. Un certain nombre d'émissions de télévision tournées en couleur au début des années 1970 étaient enregistrées sur des cassettes magnétiques qui ont été effacées pour des raisons économiques. Dans un certain cas, des enregistrements en noir et blanc étaient produits pour l'exportation vers des pays qui n'avaient pas encore la télévision couleur. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a peut-être des archives de la télévision qu'on ne retrouve plus, peut-être des choses importantes, hein, et ils ont effacé ça soi-disant pour des raisons économiques, mais quelque part c'est pratique parce que s'il y a des choses dans l'histoire, bah, hop, on veut faire disparaître une preuve, oh bah, oh, c'est pas grave, ça, on va pas le sauvegarder, puisque au moment où on est passé au numérique, il y a plein de trucs qui n'ont pas été sauvegardés. Même dans les années 90, vous avez peut-être des émissions, des émissions où il y a eu des propos qui ont été tenus par un tel ou un tel, et ben ils ont tout effacé. Et imaginons qu'un jour il n'y ait plus de numérique et que c'est une autre méthode pour conserver l'information. Est-ce qu'ils vont pas dire ah ben on appuie sur un bouton, de toute façon on s'en fout, on efface tout, et ou alors on garde seulement ce qu'on veut. Et puis après, bah comme ça, c'est pas grave, hein, il y aura des choses qui auront disparu. Et c'est pour ça qu'il faut faire des enregistrements. Il faut que tout le monde, en fait, moi je pense que c'est important que tout le monde conserve des enregistrements de l'époque qu'on vit aujourd'hui. Et d'ailleurs, parfois vous retrouvez des images qui n'existent plus dans les archives de la télévision parce que ça a été effacé, mais que des particuliers ont enregistré, et puis qu'après vous retrouvez sur Internet parce que c'est des enregistrements d'époque sur VHS. Donc quelque part, c'est vrai que on peut participer à la conservation des archives. Moi, par exemple, moi qui suis passionné par tout ce qui est audiovisuel, moi, c'est un domaine qui m'intéresse et j'aime bien tout garder. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien tout garder. Alors, voilà, donc, on en était où? Ouais, voilà. Donc, un exemple notoire est la série de la BBC, en 5 épisodes, Doctor Who, intitulée Les démons. Un seul épisode a survécu en couleur, les autres n'existaient plus. Les autres n'existaient plus qu'en version noir et blanc. La seule version couleur était l'enregistrement vidéo de mauvaise qualité d'une version abrégée diffusée aux États-Unis dans les années 1990. La BBC a combiné son original couleur au signal noir et blanc de la version broadcast, obtenant une version couleur de très bonne qualité. Cette restauration a été considérée comme une grande réussite par les fans et les techniciens. Voilà. Donc ça veut dire que même s'il y a des archives de la télé qui ont été effacées, s'il y a des gens qui avaient enregistré ça à l'époque, eh ben on peut toujours le ressortir. On peut toujours le ressortir. Et là, à l'époque qu'on vit par exemple actuellement, bah, c'est important qu'il y ait plein d'enregistrements parce que si ça se trouve d'ici 30 ans, bah, je sais pas, la télé peut décider
Hop, oh bah ça prend trop de place, vas-y, on efface tout ça, ça ne sert à rien de garder ces archives. Bon, après, il y a l'INA hein, qui fait des archives audiovisuelles. Mais je sais pas si l'INA garde tout. Euh, L'INA, L'INA ne peut pas forcément tout garder, hein. Il y a des heures et des heures. Imaginez, rien que 30 ans de télévision, les heures de visionnage. Moi, je suis déjà passé à côté des studios de télévision quand j'allais à l'époque pour que je faisais de la livraison, etc. Et ben, je les ai vus tous ces hangars à l'époque où il y avait toutes ces cassettes, il y avait des grands hangars où il y avait que des archives audiovisuelles. Il y avait plein de cassettes. Et je peux vous dire qu'au niveau du stock, ça prend énormément de place. Imaginez des archives audiovisuelles qui sont toutes sur cassette. Et t'as des années d'archives d'images. Et t'as des années d'images d'archives. Et ben, ça te prend plusieurs bâtiments blindés à ras-bord. Hein. Maintenant, avec le numérique, tout tient sur un petit disque dur, une petite clé, enfin, peut-être pas une clé USB, mais tout tient sur des serveurs ou des disques durs. C'est assez réduit comme espace de stockage. C'est-à-dire que sur un volume, sur un volume très petit, on peut avoir beaucoup d'informations aujourd'hui. Mais c'était pas le cas à l'époque. Donc c'est important d'avoir physiquement les archives. Alors, à partir des parasites, les systèmes de diffusion analogique de couleurs ont été conçus avec la rétrocompatibilité à l'esprit. Ainsi, le signal de la chrominance couleur est typiquement dans les mêmes canaux que la luminosité du signal modulé sur une fréquence fixe, connue comme la sous-porteuse couleur. Les téléviseurs noir et blanc ne décodent pas ces informations de couleurs supplémentaires dans la sous-porteuse et utilisent uniquement la luminance pour fournir une image monochrome. Toutefois, en raison de la bande passante limitée dans le canal de la vidéo, le signal de la chrominance saigne sur le canal de luminance entraînant des chromas crawls et des chroma points sur les téléviseurs noirs et blancs. Ceci est normalement considéré comme une nuisance dans la diffusion analogique. Cependant, pour les cinégrammes réalisés à partir des écrans de télévision noir et blanc, les techniciens ne s'embarrassaient pas de filtres pour éliminer ces différences. Dès lors, ces copies sur film et noir et blanc contiennent des parasites permettant de retrouver l'information de couleur d'origine. Vous voyez, on peut restaurer. C'est tout à fait faisable. Après, c'est un boulot monstre, mais c'est toujours restaurable. C'est pour ça que moi, je regrette toutes les anciennes VHS. Hein. Comme je disais, mes premières vidéos, c'est des vidéos que j'avais tournées quand j'avais 15-16 ans sur des VHS. Mais elles sont parties à la poubelle, ces VHS, donc je ne peux pas les retrouver. Et à la limite, j'aurais peut-être pu les restaurer aujourd'hui, si je les avais gardées. L'idée de récupérer ces informations a été initialement proposée par Jack Insel, chercheur à la BBC. En pratique, cependant, la récupération de ces informations de couleur est extrêmement complexe pour plusieurs raisons. La salve couleur est absente de cette copie. Cette référence doit donc être récupérée depuis la phase des points de chroma key. Vous voyez, le chroma key, c'est quand on fait le fond vert, ça, le chroma key. Représenté par les positions horizontales sur l'écran, déterminant la teinte de couleur reconstituée, les distorsions dans la géométrie
dans la géométrie de la copie en raison de la nature physique de l'enregistrement à partir d'un écran plat CRT signifie qu'une transformation doit être appliquée ainsi afin d'en réduire la position initiale des points chroma au sein de l'émission. Alors, toutefois, ces obstacles techniques ont finalement été surmontés en 2008 et un logiciel écrit par des développeurs de Richard Russell du groupe de récupération Couleur de travail a été mis à profit. Ils aboutirent finalement à la diffusion d'épisodes de Amidad et de Doctor Who, ainsi restaurés en couleur. Et c'est pour ça que moi personnellement je me dis un truc qui est pas bête, hein, ça serait d'avoir une caméra. Aujourd'hui on a tous des caméscopes numériques, des téléphones portables, tout est fait numériquement. Moi je trouve que c'est pas bête pour les gens qui aiment faire des vidéos d'avoir aussi des anciens modèles de caméra, d'essayer de comprendre, parce que c'est facile aujourd'hui, on appuie sur un bouton, on prend le téléphone, tac, on prend une vidéo, ensuite on fait un petit montage avec le téléphone ou l'ordinateur et on la balance sur internet. Mais moi je pense que c'est bon de connaître les techniques anciennes. Et on ne sait jamais parce que un jour, si demain on n'a plus de technologie et qu'on veut continuer à faire des vidéos, bah, si on a des anciens appareils, bah, on pourra toujours faire des vidéos, on pourra toujours s'amuser à faire des vidéos et à continuer à garder les images du passé. Parce que c'est ça, hein. Une caméra, ça permet de conserver des événements du passé, de les conserver sur un support et de pouvoir les repasser. Donc l'intégration. La colorisation est parfois utilisée pour intégrer des séquences de films anciens dans des films en couleur. Par exemple, le film américain 13 jours, réalisé par Roger Donaldson, est sorti en 2000, utilisant des séquences tournées en 1962 lors de la crise des missiles de Cuba, qui ont été colorisés. Le long métrage en couleur Captain Sky et Le Monde de demain de Kerry Conran, sorti en 2004, qui utilise déjà massivement les effets spéciaux numériques, intègre aussi des scènes des animés 1940 et Sir Laurence Olivier, colorisé pour l'occasion. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est vrai qu'il y a des films. Moi, par exemple, il y a un film que j'adore qui s'appelle Last Action Hero. J'ai fait des vidéos là-dessus pour faire des playbacks, des TikTok et des trucs comme ça. Et j'ai remarqué que dans ce film, si je me trompe pas, ils ont intégré des images d'anciens films pour les intégrer à l'histoire. Et c'est super bien fait. C'est super bien fait. Même, je crois que même dans Last Action Hero, quand la mort sort du film d'Ingmar Bergman, le chef-d'œuvre sur la mort, t'as le ticket magique qui arrive, qui tombe devant le cinéma, et puis t'as la mort qui sort de l'écran. Pourquoi tu spoil? Non, je spoil pas, mais de toute façon beaucoup de gens connaissent. Mais c'est pour vous dire, c'est intégré, c'est vachement bien fait, et on croirait vraiment qu'elle est intégrée dans le film. Donc c'est assez intéressant. Moi ça m'intéresse beaucoup. Et on peut faire. C'est vrai qu'à partir de là, même pour faire même pour les gens pour vos vidéos YouTube, vous voulez intégrer des anciens, des trucs d'anciens films dans une autre vidéo. Non, mais c'est possible avec le logiciel de montage. Oui, maintenant c'est possible. Oui, maintenant c'est possible. C'est très possible, très facile. Maintenant c'est facile parce qu'on a la technologie. Mais à la base, il y a eu tout un travail. Parce que pour nous aujourd'hui, c'est facile. Mais pour les gens, pour les gens à l'époque, il y a toute une technique qui s'est développée. Et
Et voilà. Et tout ça pour dire, non, c'est important de garder de garder les archives. Parce D'ailleurs, que est-ce que... même D'ailleurs, TikTok le fait alors maintenant. oui, TikTok le fait aussi. Mais par exemple, euh, je sais pas, peut-être, je disais ça dans une de mes vidéos précédentes, il y a quelques temps, je me demandais, est-ce que l'INA va garder des archives de nos vidéos YouTube ou des archives de TikTok, de, des archives des réseaux sociaux, de ce qu'on publie, etc. Je pense pas. Ils ne gardent que les moments importants de l'histoire ou des reportages importants. Bah, il faut se poser la question de Ça ça. ferait trop de choses. Il y a trop de vidéos, trop de gens qui font des vidéos, ce n'est pas possible. Et il faut que ce soit très important de le garder en archive. Pas des petites vidéos comme ça pour s'amuser, ça n'a pas d'importance pour les générations futures. Bah après, après ce que je veux dire, c'est qu'après les gens peuvent aussi faire leurs propres archives. Chacun peut. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le faire. Chacun peut faire ses propres. T'imagines un peu si gardaient toutes les archives de toutes les vidéos YouTube, TikTok, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Mais chacun peut les faire. Mais non, mais chacun peut déjà même si l'INA ne fait pas toutes les archives, chacun peut faire ses propres archives. Chacun peut faire de ses propres archives. Chacun peut se faire des playlists et se faire ses propres archives. Comme ça, comme ça, un jour, on voudra faire une recherche, bah tiens, euh, mais des archives physiques. Chacun peut se faire ses propres archives physiques. Et comme ça, même les hommes du futur, eh ben, ils pourront aussi trouver ces archives. Après, est-ce que ça sera encore lisible? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on ne sait pas vraiment comment sera le futur. Mais c'est important de laisser des traces euh, pour les suivants. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc au milieu des années 80, le procédé de susciter une controverse considérable après que le film de 1937, Le couple invisible, devient en 1985 le premier film en noir et blanc à être rétribué en couleur après colorisation. Ah oui, alors, sur ça, on t'a rien. Ça suffit pas de faire juste des archives, parce qu'il faut aussi pouvoir les protéger. Parce que personne n'a appris que les archives, si c'est sur support, qu'elles s'abîment. Ah, il faut les protéger. Ah oui, effectivement. Il faut les mettre Les archives. dans un endroit qui est protégé, par exemple, de la corrosion, de l'humidité. Oui, parce que Ça peut s'abîmer les supports exactement. avec le temps. Les supports, en fait, il faut les mettre dans une valise en métal, comme ils font pour le cinéma, par exemple. Vous voyez les anciennes bandes, Tu mettais les bobines. les anciennes bandes, voilà, les bobines de cinéma, parce que maintenant le cinéma il est en numérique. Mais moi je me souviens encore dans les années 90, c'était des bandes, euh, les projecteurs au cinéma, c'était des grands projecteurs avec des grandes bandes, des grandes bobines, c'était dans des grandes bobines rondes comme ça, dans des grandes boîtes rondes en métal, pour éviter la corrosion, pour éviter que la bande Comme dans Fight s'abîme. Club, par exemple. Oui, dans Fight Club, On quand tu... peut incruster des choses. Oui, parce qu'avant, avant quand il faisait un montage pour un film, il découpait la bande, il découpait, il raccordait, etc. Et ils inséraient des images comme ça. Donc, Et ça avait du charme, ça. C'est-à-dire que la bobine, elle était dans la. C'est rond, en fait. C'était joli. oui, Dans la sorte de boîte, là, le contenant, qui était ça en avait, métal, c'était joli. Avec la bobine ça avait dedans. un certain charme. Oui. Ça avait un certain charme. Pareil, c'était pareil pour les appareils photo. Oui. Il y avait aussi des bobines. Bah avant l'appareil photo, vous aviez une pellicule, Oui. il fallait attendre pour voir ses photos, tu les mettais chez le Ah, mais photographe. ça se fait toujours, hein. Il y a des gens qui font des photos à la main, comme à l'époque. D'ailleurs, moi j'adore ça.
J'aurais aimé apprendre à faire ça. Après, c'est hyper, C'est c'est technique. c'est quand même compliqué. C'est-à-dire qu'il faut connaître. Après, il faut connaître. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire des vidéos parce qu'on a beaucoup de facilité à travailler l'image, mais avant c'était C'est de vachement. l'art. Hein. Bah, c'est pour ça qu'on dit le cinéma que c'est le septième art. Mm. Donc, donc voilà. Donc après, si vous voulez, je vous mets l'article. Je vous mets l'article dans la description. Je vous mets le lien de l'article. Désolée, j'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. Mais non, mais c'est bien. Je trouve que c'est bien. Ma chérie, elle aime bien intervenir quand je fais une vidéo. Moi, je trouve ça bien d'en discuter. Et, euh, et voilà. Donc, C'est interactif. c'est c'est interactif. Voilà. Mais c'est intéressant. C'est intéressant d'en discuter. Et voilà. Donc, faites des copies. Faites des copies de. Parce que peut-être qu'un jour, on pourra les restaurer. S'ils veulent garder, même si c'est à titre personnel, pour leur famille, Pour leur famille. leurs petits-enfants, c'est toujours bien, quand ils auront des enfants, des petits-enfants, c'est toujours bien. Mais que ce soit vos données personnelles ou des choses qui se passent, des événements qui se passent que vous voyez, par exemple, bah, c'est bien de les conserver. Parce que vous pourrez dire, bah voilà, à cette époque-là, il s'est passé ça, etc. Même si ça n'a pas été archivé par l'INA, Parce que, et ben au moins vous l'avez. Vous pouvez dire, ah ben non, même pour reconstituer l'histoire. Pour reconstituer déjà, l'histoire. regarde, par exemple, imaginons, c'est des vidéos YouTube, et que comme beaucoup, ils n'ont pas gardé les doubles, et que YouTube, il décide de changer sa façon de faire, et que les chaînes disparaissent. Ben, au moins, ils ont gardé ça, et pour le montrer à leur génération future, à leurs Oui, petits-enfants. parce qu'admettons, Regardez ce que papy faisait. oui, admettons, Ah, Admettons, tous les serveurs de YouTube sont effacés ou des trucs comme ça. Admettons tous les serveurs tous les serveurs de la planète, il y a un problème et tous les serveurs sont effacés. Et ben là, vous n'avez plus d'histoire. Là, l'histoire est totalement effacée si tous les serveurs s'éteignent du jour au lendemain, qu'il y a plus rien. Il y a plus rien du tout. Bah là, les images, vous les avez plus. Alors que si vous faites des copies, si vous faites des copies sur des disques durs, mais que après vous faites des copies sur des bandes ou des trucs comme ça. C'est bien d'avoir des copies sur des disques durs et tout, mais le disque dur, on ne sait pas si dans les années à venir ça marchera toujours, si on pourra toujours les lire et tout. Je sais pas. Faire des archives, c'est important. Moi, je pense peut-être acheter une ancienne caméra comme j'avais dans le temps, euh, en me disant bah peut-être que ça peut être utile dans le futur, on ne sait jamais. Donc voilà. Bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Voilà, c'était un sujet passionnant que j'avais envie de vous faire partager. Même si j'ai fait beaucoup, j'ai beaucoup lu l'article, mais j'ai ah oui, aussi interagi. ah oui, alors imaginons aussi un truc. Imaginons, c'est pas le futur. Les gens, normalement, ils peuvent regarder sur Internet seulement. Bah, ils peuvent, imaginons, ils peuvent plus avoir Internet, je sais pas, hein, il peut arriver plein de choses dans la vie. Et ben, ils ont toujours les supports pour regarder. Exactement, exactement, Ça arrive dans exactement. la vie, on est des coups durs et puis au moins on a les vidéos qu'on peut regarder. Regardez ça, Voilà. regardez ça. Une VHS. C'est, vous savez comment je l'ai eu cette VHS? Bah, c'est quand j'ai racheté une télé cathodique pour pouvoir rejouer à des jeux vidéo comme Time Crisis. Voilà. En fait, la voix off, elle parle un peu trop des fois, non? Voilà, et ben c'était une télé avec un magnétoscope et du coup bah il y avait une cassette dedans. C'est le petit chaperon rouge d'ailleurs. Et ben je peux te dire le magnétoscope il marche toujours, hein. Donc voilà. Et d'ailleurs, on voit que on revient aux anciens trucs parce que les gens, ils aiment bien le vintage. On retrouve. Ça devient à la mode, ouais, le vintage. Tout le monde veut du Et là, vintage. tu te dis, ah ben mince, pourquoi j'ai pas gardé un magnétoscope? Ouais, Pourquoi j'ai pas gardé les cassettes? Pourquoi j'ai pas gardé le tourne-disque? Ou les disques, les vinyles? Parce que maintenant, ça se revend. Les gens, ils ont l'humain, il aime le vintage, c'est tout. et moi personnellement je regrette de plus avoir mes VHS parce que j'aurais aimé vous faire partager mes premières vidéos que j'avais fait sur VHS. Franchement, j'aurais vraiment aimé vous montrer mes tout débuts quand j'ai commencé à faire des vidéos. Euh, c'est assez drôle en fait Bah, parce que le je, vintage, je me suis entraîné comme ça. même tu vois, même ils te montrent par exemple dans Demolition Man, par exemple, où le vintage,
il y a des gens qui adorent le vintage, à toutes les époques, parce que ça a un petit côté, c'était mieux avant, dans les années 80, etc. Il y a beaucoup de gens qui aiment le vintage, les objets vintage et le mobilier vintage, Oui, comme le fameux. euh, à l'époque, les gens n'aimaient pas du tout, c'était un tabouret en plastique couleur fluo. Ben là, c'est hyper à la mode. Donc il y oui, a des gens qui recherchent ça, ce qui est vintage. Les anciens trucs, ça a un charme, c'est beau, c'était beau en plus. ouais. C'était des beaux objets. Solides aussi. C'était solide, hein, ça cassait pas tous les 6 mois. Parce que quand les gens les fabriquaient, c'était. C'était prévu. Et puis comme ça coûtait cher aussi, c'était prévu pour durer. Ça coûtait très très cher. On reconnaissait l'artistique plus que. Donc je sais pas, je vais voir. Je vais voir peut-être que je vais me racheter une ancienne caméra, je vous la montrerai peut-être en vidéo, je verrai. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Hein. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, favoriser l'algorithme de YouTube. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!